Bonsoir les amis, bonjour à nos amis qui nous regardent depuis l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Alors après 7 semaines de captivité, on apprend à l'instant la libération des otages israéliens. Alors 39 prisonniers au total, dont 13 Israéliens, et en retour on devait libérer 33 Palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants en bas âge, des mineurs, des prisons israéliennes. Voilà. Le cessez-le-feu a commencé cet après-midi à 16 h. C'est un cessez-le-feu de 4 jours, mais le Premier ministre israélien dit que chaque 10 otages supplémentaires, en dehors de ceux déjà libérés, chaque libération de 10 otages supplémentaires offrira une journée supplémentaire de trêve. Voilà. Mais le Hamas, classé par les États-Unis et la Grande-Bretagne comme un groupe terroriste, apparaît aux yeux des Palestiniens comme un mouvement de résistance. On a vu peu avant la libération de ces otages, le Premier ministre israélien dire qu'ils avaient l'intention d'occuper et d'administrer la bande de Gaza, ce à quoi la Maison-Blanche s'est aussitôt opposée. Pas question d'une nouvelle occupation de Gaza. On a pensé à l'autorité palestinienne qui administre, entre guillemets, la Cisjordanie. Mais là encore, face aux Palestiniens qui souffrent le martyre, ceux de Gaza, parce que Gaza c'est quoi? C'est 2,3 millions d'habitants sur une superficie, c'est une densité de population, c'est la densité de population la plus forte au monde, concentrée dans un peu moins de 40 km de long. Ces Palestiniens estiment que l'autorité palestinienne légale est corrompue et que c'est le Hamas qui se bat pour eux. Ce que les gens oublient, parce qu'avant le 7 octobre, il y a des tueries. Au moins un Palestinien par jour est tué en Cisjordanie par les colons. Pendant ces massacres, ces bombardements de Gaza, on déplore 200 morts palestiniens tués en Cisjordanie, qui n'a rien à voir avec la bande de Gaza. Parce qu'on assiste à, on va dire, une pression, un harcèlement au quotidien que les colons déploient sur les Palestiniens pour les amener à partir d'eux-mêmes. Comme ce qu'ils ont fait en 1948, chassant 750 000 Palestiniens, la plupart réfugiés au Liban, et qui y sont jusqu'à aujourd'hui. Et dont Israël s'oppose au retour depuis les accords d'Oslo il y a 30 ans. Et ils ne veulent pas la même tactique, chasser les Palestiniens, les Cisjordaniens de leur terre. En leur rendant la vie difficile, ils sont quasiment assignés à résidence à domicile chez eux, sur leur propre terre. Donc, les Palestiniens estiment, parce que rappelez-vous qu'en 1947, même avant 1947, les Israéliens, les Juifs, se battaient contre les Anglais. Les Anglais qui avaient la tutelle de ce qu'on appelait la Palestine mandataire. Ils utilisaient ils usaient du terrorisme pour harceler les occupants coloniaux britanniques. Et c'est exactement ce que le Hamas fait aujourd'hui. Parce que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Les Palestiniens vivent dans une situation insupportable. Lorsque vous occupez un peuple, ce peuple va se défendre. Quelqu'un me parlait l'autre jour de Karl Marx, parmi ceux qui me regardent. Karl Marx fait partie de ces auteurs dont tout le monde connaît bien le nom, mais dont très peu connaissent l'œuvre. Souvent pris à tort pour un homme politique, Karl Marx était avant
avant tout un économiste. Mais il était aussi un philosophe. Parce que n'oubliez jamais que la politique n'est que la mise sur pied d'une certaine philosophie. Selon que vous soyez de gauche ou que vous soyez ultralibéral, vous êtes adepte d'une certaine philosophie de la vie. Il y a des gens qui estiment que il faut protéger les plus vulnérables de la société. C'est une autre façon de voir les choses. Il y a d'autres qui estiment que le monde est un jungle et c'est une jungle. Pas de jugement de valeur, mais c'est aussi une autre vision. Et ça s'appelle philosophie. Si vous repartez dans les fondamentaux, c'est quoi un philosophe? Un philosophe, c'est quelqu'un qui a une vision pour le monde, une certaine vision pour le monde. Bonne ou mauvaise, mais c'est quelqu'un qui a une vision pour le monde. Et Karl Marx avait cette vision. Au XVIIIe siècle, il a rédigé une critique de la société capitaliste. Mais il avait été très influencé par Hegel. Hegel qui disait que l'histoire était le lieu du déploiement de la raison universelle. Il estimait que l'histoire avait une direction. Il existe une direction des événements. Appelé le sens de l'histoire. Autrement dit, rien n'arrive jamais de façon fortuite. Mais chez Karl Marx, l'histoire, au contraire, n'est que la narration de la lutte des classes, la narration des conflits. Car s'il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas de colonisation, je n'ai pas d'histoire à vous raconter. S'il n'y a pas d'esclavage, je n'ai pas d'histoire à vous faire. S'il n'y a pas la France-Afrique, il n'y a pas d'histoire à raconter. S'il n'y a pas eu l'apartheid, la résistance des Sud-Africains, s'il n'y a pas eu la guerre d'indépendance opposant les États-Unis à l'Angleterre, il n'y a pas d'histoire. Donc, si vous regardez ce qui se passe en Palestine, c'est le déroulement de l'histoire, tel que définissait Hegel, qui disait que l'histoire était le lieu du déroulement du déploiement de la raison universelle. Donc nous vivons, mes chers amis, nous vivons un moment historique. Parce que quand on parle d'histoire, il faut parler d'humiliation. Parce que les peuples se servent d'humiliation. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'humiliation, ne peut pas se révolter. Quelqu'un qui n'a pas de dignité ne peut pas se révolter. Mon cam, je vais vous bloquer. Voilà, je vais vous bloquer parce que vous ne me dites pas quoi faire. Si vous avez des choses à faire, allez les faire dans votre page. Vous ne me dites pas, parlons du Cameroun. Donc je pense que je vais vous bloquer. Vous ne perdez rien. Voilà. Donc, je vais bloquer ces gars. Voilà. Donc vous ne perdez rien, mais je vais vous bloquer. Voilà. Donc si vous voulez faire des choses ici, allez les faire ailleurs. Voilà. Vous n'avez pas à me dicter quoi dire et quoi ne pas dire. Voilà. Vous avez des lives à faire, faites-les chez vous. Vous ne les faites pas ici. Vous ne dictez pas ce que les gens font et ce que les gens ne font pas. Très bien. Donc les amis, on continue. Donc, s'il n'y a pas de sentiment d'humiliation, il n'y a pas de sentiment de révolte. Voilà. Les gens se révoltent parce qu'ils sont humiliés. Mais quelqu'un qui n'a pas de dignité ne ressent pas l'humiliation, ne ressent pas le besoin de se révolter. Il dit, ça suffit. Vaudrait mieux mourir que d'être humilié. Ça a un prix, ça. Ça s'appelle le martyr. Au Cameroun, nous avons payé. Si vous regardez l'histoire de nos pères d'indépendance,
ils ont payé un martyr, que ce soit les Oumyobe, que ce soit les Moumie, que ce soit les Wanji, etc. Ils ont tracé des sillons pour que ceux qui viennent après eux puissent les continuer. Parce que personne ne peut à lui seul écrire l'entièreté de l'histoire d'un pays. Donc, voilà où nous en sommes. Ce soir, on a libéré certains otages. Il y en a au total 249. Et il y a, en retour, on va libérer des prisonniers palestiniens. La majorité, ce sont des femmes, avec des enfants mineurs. On va les libérer. Et chaque fois que le Hamas va libérer un groupe d'otages israéliens, les Israéliens, à leur tour, vont faire un geste. Mais le Premier ministre, prenant acte de ce que le Hamas a tenu parole, va libérer davantage de Palestiniens. Et chaque fois qu'il y aura 10 Israéliens supplémentaires de libérés, il y aura un jour supplémentaire de trêve. On a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire. Est-ce que ça suffira? Est-ce que le conflit s'arrêtera? Parce qu'il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu. Il s'agit d'une trêve. Et lorsque il y aura la trêve, est-ce que les diplomates vont entrer en jeu parce que c'est leur métier? Parce que l'intérêt, ce n'est pas la trêve de 2 ou 3, 4 jours. L'intérêt, c'est que les gens arrivent à rentrer sur la table de négociation, à retourner sur la table de négociation et à résoudre ces questions au moins de la politique. Parce que sinon, c'est le même cercle vicieux qu'on vit depuis pratiquement 75 ans. L'Israël bombarde, les Palestiniens posaient des actes comme ils ont posé, il y a des actes de représailles, il y a la vengeance, et ça ne résout pas le problème. Les Américains, les Européens, les alliés d'Israël essaient de leur dire que ce n'est pas dans votre intérêt que les Palestiniens n'aient pas d'État. Vous ne vivrez jamais, malgré votre supériorité de la force militaire, vous ne vivrez jamais en paix tant que les Palestiniens n'ont pas un État à eux. Un État dans lequel ils vivent de façon sécuritaire, comme vous-même, sans avoir à s'inquiéter, au sein des frontières intangibles. Donc voilà, on l'espère, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment la paix, pour ceux qui, comme nous, manifestons. Demain encore, nous avons une autre manifestation à Londres, comme nous le faisons tous les samedis, au profit d'un cessez-le-feu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On va peut-être se revoir demain pour la suite de ces histoires et aborder un autre aspect des choses. Mais nous sommes en train de basculer, on va dire, dans un ordre mondial nouveau. Je vous ai dit l'autre jour que l'ordre mondial dans lequel nous vivons, c'est celui que nous avons hérité du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces institutions des Nations Unies ont vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'ONU a échoué. L'ONU a échoué partout, elle a été appelée. Lumumba disait dans son discours, dans sa dernière lettre à son épouse, qu'ils avaient eu confiance à l'ONU et que l'ONU les a laissés tomber. Donc, l'ONU a déçu tout le monde. De Gaulle traitait ça de machin. Alors, est-ce que nous allons, à la faveur de ce qui s'est passé, voir apparaître un nouvel ordre mondial? Les gens l'appellent de tous leurs voeux. On a vu que les Américains essayent de saboter le BRIC puisque l'Argentine a élu un nouveau président, un populiste, qui, Dieu merci, n'a pas de majorité au Parlement. Mais Lula, le président brésilien, a fait des mains et des pieds pour que l'Argentine soit acceptée au sein des BRICS. Ils viennent d'élire quelqu'un qui ne croit pas aux Nations Unies, qui ne croit pas aux BRICS, qui menace de s'en aller et qui veut adopter le dollar comme monnaie nationale en Argentine. Alors que l'ambition avouée du BRICS, c'est de procéder à la dédollarisation, c'est-à-dire d'éviter le dollar et d'utiliser d'autres monnaies. Parce que c'est avec le dollar
que les Américains tiennent les autres. C'est avec le dollar qu'ils usent ce qu'on appelle l'universalité de leur justice, la supranationalité. C'est-à-dire que si le Soudan est sous embargo américain, le Soudan n'a pas le droit d'utiliser le dollar. Alors, si vous n'êtes pas sous embargo américain et que vous faites des affaires avec le Soudan, en utilisant le dollar, n'importe quel moindre juge américain peut s'asseoir là-bas et décider des sanctions contre vous, comme on l'a vu avec les Suisses qui ont payé des milliards d'euros de dédommagements, comme on l'a vu avec la BNP en France, qui a payé également des milliards d'euros pour avoir fait des affaires avec des pays, notamment l'Iran et le Soudan, sous embargo américain. Donc, l'objectif du BRIC, ou bien des BRICS, en incluant l'Afrique du Sud, acronyme BRICS, était justement d'éviter ces sanctions et de constituer un bloc. Mais en y faisant entrer l'Argentine, espérant faire une bonne chose, les BRICS se sont tirés une balle au pied parce que là, on vient d'avoir un président qui est la copie conforme de Donald Trump, qui roule pour les Américains, qui, même si ils adhéraient aux BRICS, comme c'est déjà convenu, ils seraient un œil des Américains au sein des BRICS. On a des dissensions au sein des membres du BRICS. On a l'Inde, on a la Chine, ils se tapent déjà dessus au niveau des eaux territoriales. Est-ce que ça va tenir longtemps? On se le demande. On avait dit que les Américains feraient la guerre s'ils avaient l'impression que le dollar était attaqué, parce que c'est du fait de la prédomination du monopole du dollar et de sa reconnaissance comme monnaie internationale de réserve, ou bien monnaie commerciale, qui peuvent se permettre, on va dire, de faire des déficits payés par d'autres. Parce que quand on parle de la guerre, quand on parle de la situation du conflit latent entre la Chine et les États-Unis, mais les gens oublient de dire que les États-Unis sont le premier partenaire commercial des États-Unis, de la Chine, pardon. L'année dernière, ils ont acheté, les Américains, j'entends, ils ont acheté pour 500 milliards de dollars de marchandises aux Chinois. Les Chinois détiennent 75 à 80% des créances américaines. Donc, les Chinois, eux, ils ne font pas la guerre. Ce sont les commerçants. Évidemment, si vous les attaquez, ils vont faire la guerre. Ils vont se défendre. Mais eux, ils n'initient pas. Il n'y a qu'à comparer les budgets de défense des uns et des autres. Si vous prenez le budget de la défense américaine, leur budget militaire, ça tourne autour de 800 milliards, un peu plus de 800 milliards de dollars. Mais si vous prenez le budget militaire de la Chine, qui n'excède pas les 300 et 400 milliards, à quoi bon? Ils sont à l'instar d'une équipe qui vous mène par 1-0 et qui rentre attendre dans la défense. Si vous voulez égaliser, c'est à vous de venir. Donc vous avez vu les nouveaux routes de la soie. Mais c'est un encerclement économique que les Chinois font. C'est-à-dire ils procèdent par contournement et par encerclement. Mais eux, ils font des affaires. Ce sont des commerçants. Mais ils se donnent les moyens de se défendre en cas où ils étaient agressés. Donc, est-ce que l'Afrique peut profiter de cela? Oui, 1000 fois oui. La dernière fois, je vous disais que l'Afrique était le continent de l'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde, tous les observateurs le disent. Mais à condition de mettre sa maison en ordre. À condition, par exemple, d'arrêter les guerres stupides que nous menons entre nous. À condition de valoriser nos richesses. On n'a pas que les matières premières, on a d'autres choses. À condition de nous entendre. À condition d'avoir un projet commun. Mais si nous regardons dans des directions divergentes, si nous quittons on va dire une servitude pour une autre servitude, si nous avons des maîtres antagonistes, vous avez des gens qui sont pro-américains, vous avez des gens qui sont pro-russes, etc. Mais ces gens vont livrer des guerres par procuration dans nos pays. Et ça sera reparti. Quelqu'un me parlait l'autre jour de changer de dirigeant.
Ce dont on a besoin, notamment pour l'Afrique francophone, c'est pas de changer d'homme. Parce que vous changez un homme avec le même système, il vous reproduit exactement la même chose. Ce dont on a besoin prioritairement, c'est de renverser la table. Explication. Nous avons obtenu des indépendances nominales. On a procédé à un, on va dire, à un remplacement des gouverneurs à la peau blanche par des gouverneurs à la peau noire. La façon dont la plupart de ces pays, ce qu'on appelle les pays du précaré, sont gouvernés, ce n'est pas différent de ce que faisaient les colons. Parce qu'on a transporté dans ces pays, je m'adresse toujours aux pays qui ont été sous occupation française sous une forme ou sous une autre, on a transformé un système d'administration en vigueur sous l'Ancien Régime en France. Un système dont on n'a pas voulu dans l'Ancien Régime en France, ce qui a d'ailleurs provoqué la Révolution française, ce qu'on appelait le tiers-État, c'est-à-dire que la majorité de la population, on va dire 98% de la population, qui ne faisait pas partie du clergé ou de la bourgeoisie, ou la bourgeoisie même encore, parce qu'au sein du tiers-État, on trouvait des bourgeois. On va dire ceux qui ne faisaient pas partie ni de l'aristocratie, ni du clergé. C'est ce qu'on appelle le tiers-État. Plus de 90% de la population. Et c'est ce mécontentement, c'est le mécontentement de cette branche de la population qui va provoquer la Révolution française. Parce que ces gens étaient tenus à l'écart. Et c'est cette transposition qui va donner l'appellation du tiers-monde. C'est-à-dire que le tiers-monde, c'est la majeure partie de la population du globe qui est exclue du festin. Vous avez des gens comme ce qu'on appelle le G7, le G20, les pays les plus industrialisés, mais vous avez la majorité des populations de la planète qui sont tenues à l'écart, qui sont tenues en dehors du festin. Le BRICS voulait répondre à cela. En ce moment, ils sont 5. Jusqu'au mois de juin prochain, si tout le monde entre, les gens qu'on a acceptés, s'ils entraient, le BRICS représenterait quoi? 41% du PIB mondial. Près du quart de la population mondiale. C'est une puissance en devenir. Vous pensez bien que les Américains ne vont pas laisser faire des gaietés de cœur. S'ils peuvent saboter ça, ils vont le faire, comme ça s'est passé pendant les indépendances, où on avait les nationalistes et on vous filait des petits saboteurs là-dedans, on les infiltrait pour casser la machine. C'est ce qui s'est passé avec le projet des États-Unis d'Afrique. C'est ce qui s'est passé avec la Fédération du Mali, qui englobait normalement 8 pays, mais ils se sont retrouvés à 2, parce qu'Houphouët-Boigny est venu avec un contre-projet financé par la France qui s'appelait le Conseil de l'Entente. Et ça s'est passé pareillement en Afrique centrale. Donc, comme je disais, au moment des indépendances nominales, on a raté le coach. On a raté le coach parce qu'on n'a pas renversé la table. On ne s'est pas débarrassé du système de l'ancien régime monarchique en vigueur en France, devenu des yeux au moment de la Révolution française. On aurait dû se défaire de cela, mais on ne l'a pas fait. Les colons sont partis et le système est resté. Et comme les mêmes causes reproduisent inexorablement les mêmes effets, voilà, c'est une colonisation, mais par les gouverneurs à la peau noire. Alors, mes chers amis, l'objet de notre conversation était la libération des otages israéliens et en retour la libération des Palestiniens dont la majorité est constituée de femmes, des Palestiniens dans les geôles israéliennes. Et on espère que tout cela va déboucher sur une paix durable au-delà des 4 jours de la trêve et que les uns et les autres vont entendre raison pour régler leurs différends au moyen du dialogue politique. Cela dit, mes chers amis, si le bon Dieu me donne la santé, nous nous reparlons demain. Bonsoir.